Bonjour, aujourd'hui 20 milieux sous les mers de Jules Verne, chapitre 21. Quelques jours à terre. Je fus assez vivement impressionné en touchant terre. Ned Land essayait le sol du pied comme pour en prendre possession. Il n'y avait pourtant que 2 mois que nous étions, suivant l'expression du capitaine Nemo, les passagers du Nautilus, c'est-à-dire, en réalité, les prisonniers de son commandant. En quelques minutes, nous fûmes à une portée de fusil de la côte. Le sol était presque entièrement madréporique, mais certains lits de torrents desséchés, semés de débris granitiques, démontraient que cette île était due à une formation primordiale. Tout l'horizon se cachait derrière un rideau de forêts admirables. Des arbres énormes, dont la taille atteignait parfois 200 pieds, se reliaient l'un à l'autre par des guirlandes de lianes, vrais hamacs naturels que berçait une brise légère. C'étaient des mimosas, des ficus, des casuarinas, des tecs, des hibiscus, des pandanus, des palmiers, mélangés à profusion et sous l'abri de leurs voûtes verdoyantes, au pied de leurs stipes gigantesques, croissaient des orchidées, des légumineuses et des fougères. Mais sans remarquer tous ces beaux échantillons de la flore papouasienne, le Canadien abandonna l'agréable pour l'utile. Il aperçut un cocotier, abattit quelques-uns de ses fruits, les brisa, et nous bûmes leur lait. Nous mangeâmes leur amande avec une satisfaction qui protestait contre l'ordinaire du Nautilus. « Excellent, disait Ned Land. « Exquis, répondait Conseil. « Et je ne pense pas, dit le Canadien, que votre Nemo s'oppose à ce que nous introduisions une cargaison de coco à son bord. »« Je ne le crois pas, répondis-je, mais il n'y voudra pas goûter. »« Tant pis pour lui, dit Conseil. »« Et tant mieux pour nous, riposta Ned Land. Il en restera davantage. » « Un mot seulement, maître Land, dis-je au harponneur qui se disposait à ravager un autre cocotier. Le coco est une bonne chose, mais avant d'en remplir le canot, il me paraît sage de connaître si l'île ne produit pas quelques substances non moins utiles. Des légumes frais seraient bien reçus à l'office du Nautilus. Monsieur a raison, répondit Conseil, et je propose de réserver 3 places dans notre embarcation, l'une pour les fruits, l'autre pour les légumes, et la 3e pour la venaison, dont je n'ai pas encore entrevu le plus mince échantillon. Conseil, il ne faut pas désespérer de rien, répondit le Canadien. Continuons donc notre excursion, repris-je, mais ayons l'œil aux aguets. Quoique l'île paraisse inhabitée, elle pourrait renfermer cependant quelques individus qui seraient moins difficiles que nous sur la nature du gibier. Hé hé, fit Ned Land avec un mouvement de mâchoire très significatif. Eh bien, Ned, s'écria Conseil. Ma foi, riposta le Canadien, je commence à comprendre les charmes de l'anthropophagie. Ned, que dites-vous là, répliqua Conseil. Vous, anthropophage. Mais je ne serai plus en sécurité près de vous, moi qui partage votre cabine. Devrais-je donc me réveiller un jour à demi dévoré? Ami Conseil, je vous aime beaucoup, mais pas assez pour vous manger sans nécessité. Je ne m'y fie pas, répondit Conseil. En chasse. Il faut absolument abattre quelques gibiers pour satisfaire ce cannibale. Ou bien l'un de ces matins, monsieur ne trouvera plus que des morceaux de domestique pour le servir. Tandis que s'échangeaient ces divers propos, nous pénétrions sous les sombres voûtes de la forêt, et pendant 2 heures nous la parcourûmes en tous sens. Le hasard servit à souhait cette recherche de végétaux comestibles, et l'un des plus utiles produits des zones tropicales nous fournit un aliment précieux qui manquait à bord. Je veux parler de l'arbre à pain, très abondant dans l'île Gueboroar, et j'y remarquai principalement cette variété dépourvue de graines, qui porte en malais le nom de rima. Cet arbre se distinguait des autres arbres par un tronc droit et haut de 40 pieds. Sa cime, gracieusement arrondie et formée de grandes feuilles multilobées, désignait suffisamment aux yeux d'un naturaliste cet Artocarpus qui a été très heureusement naturalisé aux îles Mascareignes. De sa masse de verdure se détachaient de gros fruits globuleux, larges d'1 décimètre, et pourvus extérieurement de rugosités qui prenaient une disposition hexagonale. Utile végétal dont la nature a gratifié les régions auxquelles le blé manque, et qui, sans exiger aucune culture, donne des fruits pendant 8 mois de l'année. Ned Land les connaissait bien, ces fruits. Il en avait déjà mangé pendant ses nombreux voyages, et il savait préparer leur substance comestible. Aussi leur vue excita-t-elle ses désirs, et il n'y put tenir plus longtemps. « Monsieur, me dit-il, que je meure si je ne goûte pas un peu de cette pâte de l'arbre à pain. »« Goûtez, ami Ned, goûtez à votre aise. Nous sommes ici pour faire des expériences, faisons-les. »« Ce ne sera pas long, répondit le Canadien. Et armé d'une lentille, il alluma un feu de bois mort qui pétilla joyeusement. Pendant ce temps, Conseil et moi, nous choisissions les meilleurs fruits de l'Artocarpus. Quelques-uns n'avaient pas encore atteint un degré suffisant de maturité,
et leur peau épaisse recouvrait une pulpe blanche mais peu fibreuse. D'autres, en très grand nombre, jaunâtres et gélatineux, n'attendaient que le moment d'être cueillis. Ces fruits ne renfermaient aucun noyau. Conseil en apporta une douzaine à Ned Land, qui les plaça sur un feu de charbon, après les avoir coupés en tranches épaisses, et ce faisant, il répétait toujours « Vous verrez, monsieur, comme ce pain est bon. » Surtout quand on en est privé depuis longtemps, dit Conseil. « Ce n'est même plus du pain, ajouta le Canadien. C'est une pâtisserie délicate. Vous n'en avez jamais mangé, monsieur ? » Non, Ned. Eh bien, préparez-vous à absorber une chose succulente. Si vous n'y revenez pas, je ne suis plus le roi des harponneurs. Au bout de quelques minutes, la partie des fruits exposés au feu fut complètement charbonnée. À l'intérieur apparaissait une pâte blanche, sorte de mie tendre, dont la saveur rappelait celle de l'artichaut. Il faut l'avouer, ce pain était excellent, et j'en mangeai avec grand plaisir. Malheureusement, dis-je, une telle pâte ne peut se garder fraîche, et il me paraît inutile d'en faire une provision pour le bord. Par exemple, monsieur, s'écria Ned Land, vous parlez là comme un naturaliste, mais moi, je vais agir comme un boulanger. Conseil, faites une récolte de ces fruits que nous reprendrons à notre retour. Et comment les préparerez-vous demandai-je au Canadien. En fabriquant avec leur pulpe une pâte fermentée qui se gardera indéfiniment et sans se corrompre. Lorsque je voudrais l'employer, je la ferai cuire à la cuisine du bord, et malgré sa saveur un peu acide, vous la trouverez excellente. Alors, maître Ned, je vois qu'il ne manque rien à ce pain. Si, monsieur le professeur, répondit le Canadien, il y manque quelques fruits ou tout au moins quelques légumes. Cherchons les fruits et les légumes. Lorsque notre récolte fut terminée, nous nous mîmes en route pour compléter ce dîner terrestre. Nos recherches ne furent pas vaines, et vers midi nous avions fait une ample provision de bananes. Ces produits délicieux de la zone torride mûrissent pendant toute l'année, et les Malais, qui leur ont donné le nom de pisang, les mangent sans les faire cuire. Avec ces bananes, nous recueillîmes des jacks énormes dont le goût est très accusé, des mangues savoureuses et des ananas d'une grosseur invraisemblable. Mais cette récolte prit une grande partie de notre temps, que d'ailleurs il n'y a pas lieu de regretter. Conseil observait toujours Ned, le harponneur marchait en avant, et pendant sa promenade à travers la forêt, il glanait d'une main sûre d'excellents fruits qui devaient compléter sa provision. « Enfin, demanda Conseil, il ne vous manque plus rien, ami Ned ?»« fit le Canadien. « Quoi, vous vous plaignez ? » ?»« Tous ces végétaux ne peuvent constituer un repas, répondit Ned. C'est la fin d'un repas, c'est un dessert, mais le potage, mais le rôti. En effet, dis-je, Ned nous avait promis des côtelettes qui me semblent fort problématiques. Monsieur, répondit le Canadien, non seulement la chasse n'est pas finie, mais elle n'est même pas commencée. Patience. Nous finirons bien par rencontrer quelque animal de plume ou de poil, et si ce n'est pas en cet endroit, ce sera dans un autre. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, ajouta Conseil, car il ne faut pas trop s'éloigner. Je propose même de revenir au canot. Quoi, déjà s'écria Ned. Nous devons être de retour avant la nuit, dis-je. Mais quelle heure est-il donc demanda le Canadien. 2 heures au moins, répondit Conseil. Comme le temps passe sur ce sol ferme, s'écria maître Ned Land avec un soupir de regret. En route, répondit Conseil. Nous revînmes donc à travers la forêt et nous complétâmes notre récolte en faisant une razzia de choux palmistes qu'il fallut cueillir à la cime des arbres, de petits haricots que je reconnus pour être les abrous des Malais, et d'ignames d'une qualité supérieure. Nous étions surchargés quand nous arrivâmes au canot. Cependant, Ned Land ne trouvait pas encore sa provision suffisante, mais le sort le favorisa. Au moment de s'embarquer, il aperçut plusieurs arbres, hauts de 25 à 30 pieds, qui appartenaient à l'espèce des palmiers. Ces arbres, aussi précieux que l'Artocarpus, sont justement comptés parmi les plus utiles produits de la Malaisie. C'étaient des sagoutiers, végétaux qui croissent sans culture, se reproduisant, comme les mûriers, par leurs rejetons et leurs graines. Ned Land connaissait la manière de traiter ces arbres. Il prit sa hache et, la maniant avec une grande vigueur, il eut bientôt couché sur le sol 2 ou 3 sagoutiers dont la maturité se reconnaissait à la poussière blanche qui saupoudrait leurs palmes. Je le regardais faire plutôt avec les yeux d'un naturaliste qu'avec les yeux d'un homme affamé. Il commença par enlever à chaque tronc une bande d'écorce, épaisse d'1 pouce, qui recouvrait un réseau de fibres allongées formant d'inextricables nœuds que mastiquait une sorte de farine gommeuse. Cette farine, c'était le sagou, substance comestible qui sert principalement à l'alimentation des populations mélanésiennes. Ned Land se contenta pour le moment de couper ces troncs par morceaux, comme il eût fait de bois à brûler, se réservant d'en extraire plus tard la farine, de la passer dans une étoffe afin de la séparer de ses ligaments fibreux, d'en faire évaporer l'humidité au soleil et de la laisser durcir dans des moules. Enfin, à 5 heures du soir, chargés de toutes nos richesses,
nous quittions le rivage de l'île, et une demi-heure après, nous accostions le Nautilus. Personne ne parut à notre arrivée. L'énorme cylindre de tôle semblait désert. Les provisions embarquées, je descendis à ma chambre. J'y trouvai mon souper prêt. Je mangeai, puis je m'endormis. Le lendemain, 6 janvier, rien de nouveau à bord. Pas un bruit à l'intérieur, pas un signe de vie. Le canot était resté le long du bord, à la place même où nous l'avions laissé. Nous résolûmes de retourner à l'île Gueboroar. Ned Land espérait être plus heureux que la veille au point de vue du chasseur, et désirait visiter une autre partie de la forêt. Au lever du soleil, nous étions en route. L'embarcation, levée par le flot qui portait à terre, atteignit l'île en peu d'instants. Nous débarquâmes, et pensant qu'il valait mieux s'en rapporter à l'instinct du Canadien, nous suivîmes Ned Land, dont les longues jambes menaçaient de nous distancer. Ned Land remonta la côte vers l'ouest, puis, passant à gué quelques lits de torrent, il gagna la haute plaine que bordaient d'admirables forêts. Quelques martins pêcheurs rôdaient le long des cours d'eau, mais ils ne se laissaient pas approcher. Leur circonspection me prouva que ces volatiles savaient à quoi s'en tenir sur des bipèdes de notre espèce, et j'en conclus que, si l'île n'était pas habitée, du moins des êtres humains la fréquentaient. Après avoir traversé une grasse prairie, nous arrivâmes à la lisière d'un petit bois qu'animaient le chant et le vol d'un grand nombre d'oiseaux. « Ce ne sont encore que des oiseaux, dit Conseil. »« Mais il y en a qui se mangent, répondit le harponneur. »« Point, ami Ned, répliqua Conseil, car je ne vois là que de simples perroquets. »« Ami Conseil, répondit gravement Ned, le perroquet est le faisan de ceux qui n'ont pas d'autre chose à manger. Et j'ajouterai, dis-je, que cet oiseau, convenablement préparé, vaut son coup de fourchette. En effet, sous l'épais feuillage de ce bois, tout un monde de perroquets voltigeait de branche en branche, n'attendant qu'une éducation plus soignée pour parler la langue humaine. Pour le moment, ils caquetaient en compagnie de perruches de toutes couleurs, de graves cacatoès, qui semblaient méditer quelques problèmes philosophiques, tandis que des loris d'un rouge éclatant passaient comme un morceau d'étamine emporté par la brise, au milieu de calaos au vol bruyant, de papouas peints des plus fines nuances de l'azur, et de toute une variété de volatiles charmants mais généralement peu comestibles. Cependant, un oiseau particulier à cette ère, et qui n'a jamais dépassé la limite des îles d'Aru et des îles Papouas, manquait à cette collection. Mais le sort me réservait de l'admirer avant peu. Après avoir traversé un taillis de médiocre épaisseur, nous avions retrouvé une plaine obstruée de buissons. Je vis alors s'enlever de magnifiques oiseaux que la disposition de longues plumes obligeait à se diriger contre le vent. Leur vol ondulé, la grâce de leur courbe aérienne, le chatoiement de leurs couleurs attiraient et charmaient le regard. Je n'eus pas de peine à les reconnaître. « Des oiseaux de paradis !» m'écriai-je. « Ordre des passereaux, section des clystomores !» répondit Conseil. « Famille des perdreaux ?» demanda Ned Land. « Je ne crois pas, maître Land. Néanmoins, je compte sur votre adresse pour attraper un de ces charmants produits de la nature tropicale. » On essaiera, monsieur le professeur, quoique je sois plus habitué à manier le harpon que le fusil. Les Malais, qui font un grand commerce de ces oiseaux avec les Chinois, ont, pour les prendre, divers moyens que nous ne pouvions employer. Tantôt ils disposent des lacets au sommet des arbres élevés que les paradisiers habitent de préférence. Tantôt ils s'en emparent avec une glu tenace qui paralyse leurs mouvements. Ils vont même jusqu'à empoisonner les fontaines où ces oiseaux ont l'habitude de boire. Quant à nous, nous étions réduits à les tirer au vol, ce qui nous laissait peu de chance de les atteindre. Et en effet, nous épuisâmes vainement une partie de nos munitions. Vers 11 heures du matin, le premier plan des montagnes qui forment le centre de l'île était franchi, et nous n'avions encore rien tué. La faim nous aiguillonnait. Les chasseurs s'étaient fiés aux produits de leur chasse, et ils avaient eu tort. Très heureusement, Conseil, à sa grande surprise, fit un coup double et assura le déjeuner. Il abattit un pigeon blanc et un ramier qui, lestement plumé, suspendu à une brochette, rôtirent devant un feu ardent de bois mort. Pendant que ces intéressants animaux cuisaient, Ned prépara des fruits de l'artocarpus. Puis le pigeon et le ramier furent dévorés jusqu'aux os et déclarés excellents. La muscade, dont ils ont l'habitude de se gaver, parfume leur chair et en fait un manger délicieux. C'est comme si les poulardes se nourrissaient de truffes, dit Conseil. Et maintenant, Ned, que vous manque-t-il demandai-je au Canadien. Un gibier à 4 pattes, monsieur Aronnax, répondit Ned Land. Tous ces pigeons ne sont que hors-d'œuvre et amusettes de la bouche. Aussi, tant que je n'aurai pas tué un animal à côtelette, je ne serai pas content. Ni moi, Ned, si je n'attrape pas un paradisier. Continuons donc la chasse, répondit Conseil, mais en revenant vers la mer. Nous sommes arrivés aux premières pentes des montagnes, et je pense qu'il vaut mieux regagner la région des forêts. C'était un avis sensé, il fut suivi.
Après 1 heure de marche, nous avions atteint une véritable forêt de sagoutiers. Quelques serpents inoffensifs fuyaient sous nos pas. Les oiseaux de paradis se dérobaient à notre approche, et véritablement je désespérais de les atteindre, lorsque Conseil, qui marchait en avant, se baissa soudain, poussa un cri de triomphe et revint à moi rapportant un magnifique paradisier. « Ah, bravo, Conseil !» m'écriai-je. « Monsieur est bien bon, » répondit Conseil. « Mais non, mon garçon, tu as fait là un coup de maître. Prendre un de ces oiseaux vivants, et le prendre à la main. Si monsieur veut l'examiner de près, il verra que je n'ai pas eu grand mérite. » « Et pourquoi, Conseil ? » « Parce que cet oiseau est ivre comme une caille. »« Ivre ? » ?»« Oui, monsieur, ivre des muscades qu'il dévorait sous le muscadier où je l'ai pris. Voyez, ami Ned, voyez les monstrueux effets de l'intempérance. »« 1000 diables, riposta le Canadien, pour ce que j'ai bu de gin depuis 2 mois, ce n'est pas la peine de me le reprocher. » Cependant, j'examinais le curieux oiseau. Conseil ne se trompait pas, le paradisier, enivré par le suc capiteux, était réduit à l'impuissance. Il ne pouvait voler, il marchait à peine, mais cela m'inquiéta peu et je le laissai cuver ses muscades. Cet oiseau appartenait à la plus belle des 8 espèces que l'on compte en Papouasie et dans les îles voisines. C'était le paradisier grand émeraude, l'un des plus rares. Il mesurait 3 décimètres de longueur. Sa tête était relativement petite, ses yeux placés près de l'ouverture du bec et petits aussi, mais il offrait une admirable réunion de nuances, étant jaune de bec, brun de pied et d'ongles, noisette aux ailes empourprées à leurs extrémités, jaune pâle à la tête et sur le derrière du cou, couleur d'émeraude à la gorge, brun marron au ventre et à la poitrine. 2 filets cornés duveteux s'élevaient au-dessus de sa queue, que prolongeaient de longues plumes très légères, d'une finesse admirable, et ils complétaient l'ensemble de ce merveilleux oiseau que les indigènes ont poétiquement appelé l'oiseau du soleil. Je souhaitais vivement de pouvoir ramener à Paris ce superbe spécimen des paradisiers, afin d'en faire don au jardin des plantes, qui n'en possède pas un seul vivant. « C'est donc bien rare ?» demanda le Canadien, du ton d'un chasseur qui estime fort peu le gibier au point de vue de l'art. « Très rare, mon brave compagnon, et surtout très difficile à prendre vivant. Et même morts, ces oiseaux sont encore l'objet d'un important trafic. Aussi les naturels ont-ils imaginé d'en fabriquer comme on fabrique des perles ou des diamants. »« Quoi ?» s'écria Conseil, « on fait de faux oiseaux de paradis ?»« Oui, Conseil. »« Et monsieur connaît-il le procédé des indigènes ?»« Parfaitement. Les paradisiers, pendant la mousson d'Est, perdent ces magnifiques plumes qui entourent leur queue, et que les naturalistes ont appelées plumes subalaires. Ce sont ces plumes que recueillent les faux monnayeurs en volatiles, et qu'ils adaptent adroitement à quelques pauvres perruches préalablement mutilées. Puis ils teignent la suture, ils vernissent l'oiseau, et ils expédient au muséum et aux amateurs d'Europe ces produits de leur singulière industrie. Bon, fit Ned Land, si ce n'est pas l'oiseau, ce sont toujours ses plumes, et tant que l'objet n'est pas destiné à être mangé, je n'y vois pas grand mal. Mais si mes désirs étaient satisfaits par la possession de ce paradisier, ceux du chasseur canadien ne l'étaient pas encore. Heureusement, vers 2 heures, Ned Land abattit un magnifique cochon des bois, de ceux que les naturels appellent bari-outan. L'animal venait à propos pour nous procurer de la vraie viande de quadrupède, et il fut bien reçu. Ned Land se montra très glorieux de son coup de fusil. Le cochon, touché par la balle électrique, était tombé raide mort. Le Canadien le dépouilla et le vida proprement, après en avoir retiré une demi-douzaine de côtelettes destinées à fournir une grillade pour le repas du soir. Puis cette chasse fut reprise, qui devait encore être marquée par les exploits de Ned et de Conseil. En effet, les 2 amis, battant les buissons, firent lever une troupe de kangourous qui s'enfuirent en bondissant sur leurs pattes élastiques. Mais ces animaux ne s'enfuient pas si rapidement que la capsule électrique ne put les arrêter dans leur course. « Ah, monsieur le professeur !» s'écria Ned Land, que la rage du chasseur prenait à la tête. « Quel gibier excellent, cuit à l'étuvée surtout. Quel approvisionnement pour le Nautilus. 2, 3, 5 à terre. Et quand je pense que nous dévorerons toute cette chair, et que ces imbéciles du bord n'en auront pas une miette. Je crois que dans l'excès de sa joie, le Canadien, s'il n'avait pas tant parlé, aurait massacré toute la bande. Mais il se contenta d'une douzaine de ces intéressants marsupiaux, qui forment le premier ordre des mammifères aplacentaires, nous dit Conseil. Ces animaux étaient de petite taille, c'était une espèce de ces kangourous lapins qui gîtent habituellement dans le creux des arbres et dont la vélocité est extrême. Mais s'ils sont de médiocre grosseur, ils fournissent du moins la chair la plus estimée. Nous étions très satisfaits des résultats de notre chasse. Le joyeux Ned se proposait de revenir le lendemain à cette île enchantée, qu'il voulait dépeupler de tous ces quadrupèdes comestibles. Mais il comptait sans les événements. À 6 heures du soir, nous avions regagné la plage.
Notre canot était échoué à sa place habituelle. Le Nautilus, semblable à un long écueil, émergeait des îlots à 2 miles du rivage. Ned Land, sans plus tarder, s'occupa de la grande affaire du dîner. Il s'entendait admirablement à toute cette cuisine. Les côtelettes de Barry-Outang, grillées sur des charbons, répandirent bientôt une délicieuse odeur qui parfuma l'atmosphère. Mais je m'aperçois que je marche sur les traces du Canadien. Me voici en extase devant une grillade de porc frais. Que l'on me pardonne, comme j'ai pardonné à Maître Land et pour les mêmes motifs. Enfin, le dîner fut excellent. 2 ramiers complétèrent ce menu extraordinaire. La pâte de sagou, le pain de l'artocarpus, quelques mangues, une demi-douzaine d'ananas et de la liqueur fermentée de certaines noix de coco nous mirent en joie. Je crois même que les idées de mes dignes compagnons n'avaient pas toute la netteté désirable. « Si nous ne retournions pas ce soir au Nautilus, dit Conseil. »« Si nous n'y retournions jamais, ajouta Ned Land. » En ce moment, une pierre vint tomber à nos pieds et coupa court à la proposition du harponneur. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour la suite de 20 milieux sous les mers.